m'appartient de déambuler dans le droit pénal international, et même si je ne suis pas sûr que le terme déambuler en matière pénale soit tout à fait approprié, puisqu'en principe, il faut plutôt marcher droit. Alors, je dirais que pour aborder la question de la communication, du droit de la communication à l'épreuve du droit pénal international, il est nécessaire d'insister au préalable sur la singularité du droit pénal international et sur la différence profonde d'approche entre le droit pénal international et le droit international privé. Tristan Azzi l'a remarquablement démontré. En droit international privé, on se pose d'abord la question du juge compétent, puis dans un deuxième temps, celle de la loi applicable, et il peut y avoir une dissociation des compétences. Il a montré que la partie du préjudice, par exemple, subi à l'étranger, devait être plutôt soumise à l'appréciation du droit étranger. Donc, il y a bien dissociation des compétences. Il n'en va pas du tout ainsi en droit pénal international. Un juge français n'applique pas les lois pénales étrangères. Il n'applique que la loi pénale française. Mais il n'est compétent que parce que la loi pénale française, a été violée. Donc, la question n'est pas comme en droit international privé de savoir qui est compétent, à supposer qu'on soit compétent, que le juge français soit compétent, eh bien, quelle est la loi la plus appropriée pour réprimer l'auteur de l'infraction? Mais la question est, y a-t-il eu infraction à la loi pénale française qui revendiquait sa compétence? Et si c'est le cas, eh bien, le juge français reconnaîtra sa compétence. Donc, l'approche est fondamentalement différente. Ce qui n'empêche qu'il est nécessaire de savoir précisément quand la loi pénale française se veut applicable. Et la réponse en la matière est beaucoup plus fruste et moins élaborée qu'en droit international privé, puisque la loi pénale française est applicable principalement quand l'infraction a été commise en France. C'est ce qu'on appelle le principe de territorialité du droit pénal. Alors, en réalité, les choses sont un peu plus complexes. Il peut y avoir violation du droit pénal français lorsque les faits sont commis à l'étranger, mais c'est plus rare, les compétences sont subsidiaires, notamment lorsque l'auteur est français ou lorsque la victime est française, mais ce n'est pas ça qui pose le plus de problèmes. En la matière, c'est qu'il y a des conditions qui restreignent les possibilités de poursuite pénale en France lorsque l'infraction est commise à l'étranger. Je pense notamment à deux conditions particulières. Une première, c'est une condition procédurale. C'est toujours les enjeux qu'il convient de voir quand on s'intéresse au droit pénal, les possibilités de poursuite. En particulier, l'une des conditions procédurales concerne la possibilité de se constituer partie civile et de déclencher, ce faisant, l'action publique. Eh bien, lorsque un délit est commis à l'étranger, la constitution de partie civile n'a pas ce pouvoir. La procédure est entièrement entre les mains du parquet. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, il n'y a pas si longtemps, un de vos confrères, avocat, donc, qui avait été victime en Croatie de menaces de mort proférées par le président de la Croatie en exercice, au cours d'une conférence de presse, avait essayé de déposer plainte en France. Et suite à un raisonnement de la Cour, des juridictions, eh bien, il a été constaté que l'infraction avait été commise en Croatie, même si les propos avaient été relayés par les médias, et puis que l'information avait été diffusée sur le site, y compris le site de présidentiel à l'époque. Ce qui montre deux choses, c'est que le préjudice, pouvait considérer que le préjudice avait été subi en France. Mais le préjudice ici n'était pas considéré comme un élément constitutif de l'infraction de menace.
selon la Cour de cassation. Ce qui montre que là, il y a peut-être une différence avec ce que vous a dit Tristan sur le fait que l'infraction se commette sur Internet transforme tout délit en délit complexe. Bien, là, c'est la preuve. Disons que pour la Cour de cassation, les choses ne sont pas si évidentes. On avait pu lire ces menaces de mort, elles étaient accessibles depuis la France. Vous pouvez considérer que le préjudice était réalisé en France, mais on vient neutraliser cet argument en vous disant que finalement le préjudice n'est pas ici un élément constitutif de l'infraction, ce qui met peut-être, ce qui neutralise un petit peu l'expansion de la compétence française en la matière. Quoi qu'il en soit, l'infraction étant localisée en France, eh bien, il appartenait au parquet de requérir l'ouverture d'une information judiciaire, et l'avocat n'a pas pu lutter contre l'inertie du parquet qui jugeait, peut-être pour des raisons d'État, enfin de raisons d'État, que les poursuites étaient inopportunes. Alors, en tout état de cause, cette affaire relève l'enjeu de la localisation en France des infractions qui relèvent du mauvais usage du droit de la communication, des excès de la liberté d'expression et qui sont commises par Internet. Un second enjeu de la localisation de l'infraction concerne le principe de réciprocité d'incrimination. Disons, la question est la suivante. Est-ce qu'il faut conditionner la poursuite en France au fait que l'acte commis soit punissable à l'étranger où, par exemple, le message illicite a été mis en ligne? Eh bien, si on raisonne en termes de compétences territoriales, la réponse est non. L'infraction est commise ou réputée commise en France, elle trouble l'ordre public français, on ne conditionne pas l'exercice d'une compétence territoriale au fait de savoir si un État étranger considère le même fait comme punissable. J'y reviendrai, ça joue un rôle important dans l'affaire Yahoo sur l'apologie des crimes de guerre réalisée par la société Yahoo, par la vente d'objets nazis sur Internet. Par ailleurs, en revanche, si on raisonne à partir d'une compétence personnelle fondée sur la nationalité, notamment de l'auteur de l'infraction, si un Français commet un délit à l'étranger, eh bien là, il faut vérifier que l'infraction pour laquelle on va le poursuivre en France est bien réprimée à l'étranger. Donc, les enjeux de la localisation de l'infraction en France sont très importants. Alors, dans la mesure où tous les pays ne limitent pas la liberté d'expression de la même manière, le fait de ne pas conditionner la répression au principe de réciprocité d'incrimination est en quelque sorte le seul moyen d'assurer l'effectivité de notre conception de la liberté d'expression. Alors, y a-t-il une méthode, un critère qui permet de façon infaillible de dire quand l'infraction est commise en France, donc quand la loi pénale française est applicable et donc quand le juge français est compétent, puisque vous l'avez compris, il n'y a pas de dissociation. Alors, quand le message est posté depuis l'étranger, lorsqu'il est mis en ligne depuis un site hébergé à l'étranger, où est-ce que se situe l'infraction? La loi n'est pas d'un grand secours. Pourtant, le législateur n'a pas ménagé ses efforts pour donner au principe de territorialité sa plus grande extension. L'infraction est réputée commise en France si l'un de ses faits constitutifs s'est réalisé sur les territoires de la République. Donc, un bout d'infraction en France justifie notre compétence répressive. Mais quel bout précisément? Est-ce que le préjudice permet dans tous les cas, en tout cas, de situer l'infraction en France? En tout cas, n'y a-t-il pas, en ce qui concerne les infractions commises sur Internet, une spécificité telle que la simple accessibilité du message en France ne suffise pas à y ancrer la compétence? Disons qu'il y a trois approches en la matière. C'est une question récurrente qui pose aujourd'hui beaucoup de problèmes aux juridictions, de savoir où est-ce qu'on localise les infractions commises par Internet. Mais la question est, est-ce qu'il faut raisonner en termes de localisation des infractions par Internet, ou comme l'a montré également en droit international privé Tristan Azzi, est-ce qu'il faut raisonner des infractions par infraction? La question n'est pas évidente, on va le voir. Alors, il s'agit globalement de savoir
si la compétence territoriale est acquise dès lors que le contenu du message illicite diffusé est consultable depuis la France, ou s'il faut qu'il soit diffusé à partir de France, ou encore que le site à partir duquel le message a été mis en ligne soit destiné au public français, où l'on retrouve le critère de la focalisation. De toute façon, il n'y en a pas 36 000. Donc on tourne toujours autour des mêmes critères, sauf qu'en droit pénal, l'enjeu est beaucoup plus important puisqu'il détermine l'existence même de l'infraction. Et pas simplement la possibilité de trancher pour un juge le litige et de savoir selon quelle loi. Alors, de ces trois méthodes de localisation, on peut en exclure un qui n'a jamais recueilli les faveurs de la jurisprudence. C'est le critère du lieu de la diffusion du message. Alors en droit pénal, il n'y a jamais eu ces distinctions sophistiquées entre les critères techniques et juridiques. On considère que le lieu de diffusion du message, c'est le lieu où le serveur, où le message est diffusé à partir d'un serveur situé à l'étranger. Et cette exclusion est exprimée de façon très claire par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt de 2004, rendu dans une affaire qui avait fait grand bruit à l'époque et que je viens d'évoquer, qui est l'affaire de la vente d'objets nazis sur un site de vente aux enchères qui est hébergé par Yahoo. Alors, la Cour d'appel la société Yahoo avait refusé dans un premier temps de retirer, de se plier à l'injonction française qui lui avait été faite de retirer les objets nazis, en ce que, cette vente constituait l'infraction d'apologie de crimes de guerre. Et la société Yahoo avait naturellement soulevé l'exception d'incompétence et lui a été répondu que la seule loi applicable, alors c'est intéressant d'ailleurs parce qu'ici le juge raisonne comme si on était en droit international privé alors qu'on est en matière de droit pénal, mais il dit quand même que la seule loi applicable ne saurait être celle du pays sur lequel le site est physiquement localisé, pas plus d'ailleurs que celle du pays où est implanté le fournisseur d'hébergement ou celle dont la société qui l'exploite a la nationalité. Lier la compétence judiciaire à ces critères serait de nature à faciliter toute délocalisation dans des pays dont la législation est moins contraignante ou restrictive. Et effectivement, déterminer l'application de la loi pénale française en fonction du lieu où le message est mis en ligne permet un contournement extrêmement facile de la législation pénale et une sorte d'incitation au forum shopping. Donc s'il suffisait de diffuser un message à partir d'un site hébergé à l'étranger, on pourrait assez aisément violer toute la législation française qui encadre la liberté d'expression. Donc autant l'abroger d'une certaine façon, puisque la législation est en réalité complètement désactivée. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans cette affaire, que ce soit aussi bien le tribunal de grande instance de Paris que la Cour d'appel, eh bien, ces juridictions avaient préféré utiliser le critère de l'accessibilité, la mise à disposition du public d'un site de vente aux enchères d'objets nazis qui peut être vu et reçu sur le territoire national et auquel l'internaute peut accéder, caractérise l'élément de publicité nécessaire à la constitution du délit d'apologie de crimes de guerre. Et ce, sans qu'il soit besoin d'ailleurs que l'internaute soit spécialement démarché. Donc, même un site passif, à partir du moment où il viole la législation française, eh bien, peut se voir reprocher pénalement de violer notre législation en la matière. Alors, cette solution permet, d'une certaine façon, à la conception française de la liberté d'expression de s'affirmer et de ne pas être désarmé au seul motif que le vecteur de communication est Internet. Et aux sceptiques qui répliquent que, de toute façon, il est extrêmement difficile de faire appliquer ce type de décision, et qu'on trouve plein de sites qui violent ouvertement notre législation en matière de presse, on peut répondre que Yahoo n'a pas résisté longtemps et a fini par retirer, sous injonction,
les insignes nazis qui avaient été mis en vente. Donc finalement, la pression fonctionne. Et l'affaire Twitter récemment, dont il sera question l'après-midi, c'est pour ça que je ne l'évoque pas, témoigne aussi que la pression fonctionne. Les sociétés ne veulent pas commettre, ne veulent pas être taxées de commettre un certain nombre d'infractions, surtout celle-là. Alors cette solution a fait jurisprudence, en tout cas en matière de délit de presse. Lorsqu'on regarde les décisions récentes rendues en matière d'atteinte à la vie privée par la 17e chambre correctionnelle du TGI de Paris, eh bien, c'est bien le critère de l'accessibilité du message qui est invoqué. Quand le prince, par exemple, Albert II de Monaco, se plaint d'être régulièrement diffamé par un célèbre blogueur américain, Robert Héringer, qui a d'ailleurs été condamné une trentaine de fois en matière civile et pénale en France, sur son blog hébergé aux États-Unis, eh bien, il obtient sa condamnation pénale. Motif, le site ayant publié les messages diffamatoires est accessible depuis le territoire national et notamment depuis Paris. Alors, depuis Paris, ça permet de justifier la compétence de la juridiction parisienne, mais disons que finalement, le critère de l'accessibilité paraît être celui qui est consacré. Alors qu'en penser ? Ce critère de l'accessibilité en France du message illicite est-il un bon critère d'applicabilité de la loi pénale française ? On a vu l'avantage qu'il présente sur le critère de la mise en ligne. Mais il présente également certains inconvénients, notamment son inconvénient majeur est qu'il étend la compétence répressive de façon tout à fait déraisonnable. Il implique que toute personne qui publie un message sur Internet doit respecter les dispositions françaises qui encadrent la liberté d'expression ou qui pourraient par exemple aussi limiter la publicité en faveur de tel ou tel produit. Il faut suivre le raisonnement jusqu'au bout. Si on parle de façon générale en termes de localisation des infractions sur Internet et qu'on utilise le critère de l'accessibilité, eh bien, une société américaine qui vend de l'alcool exclusivement aux États-Unis est censée respecter les dispositions françaises qui encadrent la publicité en faveur de l'alcool, puisque son site de vente est accessible depuis la France. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quand on interdit la publicité en faveur du tabac ou de l'alcool en France pour défendre une certaine conception ou en tout cas pour préserver la santé publique, on ne vise pas le marché américain. Et pourtant, par le biais d'Internet, finalement, on est conduit à se demander si les sociétés américaines violent la législation française sur la publicité en faveur de l'alcool et du tabac uniquement parce que le site est accessible depuis la France. Alors évidemment, il n'y a pas de poursuite. Alors, de même, on dira que tout blogueur américain sur un site, les étudiants d'une faculté vont devoir respecter, qui écrivent en anglais entre eux sur la question des... doivent respecter, disons, la loi Guesso, parce qu'en France, on estime qu'on ne doit pas remettre en cause l'existence des chambres à gaz, alors que du point de vue américain, c'est une question qui relève de la liberté d'expression. Donc, le problème ici, finalement, est complètement inverse de ce qu'il était avec le critère de la mise en ligne. On craignait que la loi française soit contournée à cause d'Internet. Voilà qu'Internet étend son champ d'application de façon indéfinie. Alors, certains disent qu'importe. Il y a l'opportunité des poursuites et on ne poursuivra jamais ces blogueurs américains ou cette société américaine parce que ça ne nous intéresse pas et qu'on sait que globalement, elle n'est pas concernée. Mais je ne suis pas sûr qu'on résolve un problème théorique par un argument pratique qui consiste à dire bon, ben, tout le monde commet plein d'infractions à la loi française, donc ils sont tous les internautes du monde sont des délinquants au regard du droit français, mais bon, on ne va pas les poursuivre. Le problème ne doit pas se résoudre au niveau de l'opportunité des poursuites. Ce n'est pas comme ça que la question se pose. La question se pose, c'est est-ce que la loi française était vraiment applicable ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a infraction à la loi française dans de tels cas ? Et ce débordement de compétences répressives liées à la consécration du critère de l'accessibilité conduit à un certain débordement, enfin disons que ce débordement peut donner lieu à du forum shopping, que les juridictions françaises, et la juridiction parisienne en particulier, a beaucoup de mal à canaliser. Alors, un exemple assez intéressant,
d'un professeur de droit israélien qui estimait que le compte-rendu de son ouvrage par un professeur de droit américain sur un site américain n'était pas suffisamment élogieux et donc diffamatoire, et il saisit naturellement les juridictions françaises pour demander que le compte-rendu de l'ouvrage soit retiré, puisqu'il y avait infraction à la loi pénale française qui interdit la diffamation et qui est applicable partout. L'infraction était bien commise en France, puisque l'infraction est réputée commise en France, le site américain étant consultable depuis la France. Donc on voit ici bien la manœuvre. Bon, c'était assez bien vu de la part de ce professeur de droit israélien, mais là, la juridiction parisienne n'a pas marché. Alors, évidemment, elle est un peu embarrassée, parce que comment essayer de canaliser la compétence pour une infraction qui manifestement ne devait pas être jugée en France, si tant est qu'il y ait eu infraction. Et alors, la 17e chambre correctionnelle de TGI de Paris s'en sort de la façon suivante. Il n'est pas contesté que le texte a été mis en ligne sur le site américain. Néanmoins, la plaignante n'établit pas que ce texte était accessible et ait été effectivement consulté en France dans les 3 mois de sa publication pour respecter le problème de publication. Donc, en jouant sur la charge de la preuve, ce que le site était bien accessible, et en jouant sur le fait, ah oui, c'était peut-être accessible, mais ça n'a pas été consulté, finalement, on arrive à refouler cette compétence dont on ne voulait pas. Donc, on comprend la raison pour laquelle, finalement, le TGI de Paris ne voulait pas juger ce professeur de droit américain, mais finalement, en essayant de raisonner par rapport à des critères abstraits, eh bien, on dit que l'accessibilité doit être prouvée et n'est plus présumée à partir de la mise en ligne. Bon, en général, quand le message est mis en ligne, on sait que, sauf exception, il est consultable à peu près partout. Et puis surtout, il faut que le texte litigieux ait été consulté. Alors c'est intéressant parce que si on applique, alors renversons le raisonnement, ça veut dire que je peux mettre en ligne depuis un site étranger des photos relevant de la pédopornographie, et si personne ne les voit, eh bien je ne commets aucune infraction à la loi française qui réprime la diffusion de messages de photos à caractère pédopornographique. On voit bien que là, ça ne tient plus. Donc, évidemment, il faut comprendre cela comme un arrêt d'espèce, mais qui montre finalement que si on raisonne à partir de critères abstraits, on a beaucoup de mal à s'en sortir. Donc, la clé de cette modulation ici, dans cet arrêt d'espèce, tient à l'instrumentalisation de la justice française, à laquelle s'est finalement refusée la juridiction française. Alors, comment éviter que cet excès de compétences répressives, qui résulte du critère de l'accessibilité, sans revenir au critère de la mise en ligne, dont on a vu l'insuffisance? Eh bien, il existe peut-être une voie médiane que la Cour de cassation semble emprunter, mais assez curieusement, uniquement en matière de contrefaçon. Alors, ce suspense n'est pas long, puisqu'en fait, c'est le même qui a été utilisé en droit international privé, c'est le critère de la focalisation, c'est le critère de la destination du message au public français. Donc, 2 affaires assez intéressantes. Dans une première affaire, le journal Le Monde estimait que un de ses articles avait été reproduit sans autorisation dans un journal italien, puis mis sur un site italien, ce qui avait conduit à des poursuites en France du chef de contrefaçon. Dans un arrêt du 9 septembre 2008, la Cour de cassation reproche au juge de s'être reconnu compétent sans répondre aux conclusions. Alors évidemment, c'est une cassation un peu particulière pour défaut de réponse à conclusion, mais quand même, elle fait passer un message, parce que quelles étaient ces conclusions, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir que le journal dans lequel l'article avait été publié en Italie n'était pas diffusé en France dans sa version papier, que le site internet était exclusivement rédigé en langue italienne et n'était pas destiné au public du territoire français, aucune commande du quotidien ne pouvant être effectuée à partir du territoire français. Donc on voit poindre ici, en matière de contrefaçon pénale, on voit poindre le critère de la destination du public réalisé à partir d'un faisceau d'indices. Et cette jurisprudence a été reprise par la suite, confirmée en 2010, dans un autre arrêt,
à propos de diffusion sur un site allemand de chansons d'un interprète français sans son autorisation, d'un rappeur français. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les juges du fond avaient compris le message. Ils avaient essayé d'appliquer les enseignements de la Cour de cassation. Ils avaient essayé de dire que, finalement, à partir d'un certain faisceau d'indices, on pouvait considérer que l'infraction était réalisée en France, notamment parce que les chansons étaient d'un interprète français, appartenaient au répertoire du rap français. Alors, je ne sais pas si c'est un critère. Et sinon... le titre des chansons restait français sur le site allemand, même si le site était allemand. Et puis, de toute façon, le site fonctionnait à partir d'icônes et on n'avait pas besoin de connaître la langue allemande particulièrement pour pouvoir écouter ces chansons. Bon, la Cour de cassation dit, finalement, vous avez compris la leçon, mais vous l'avez mal appliquée. En réalité, ces critères, ces indices sont insuffisants pour prouver que le site était orienté vers le public français, alors que la perpétration de la contrefaçon sur les territoires de la République est un élément constitutif de l'infraction. Oui, c'est une particularité de la contrefaçon au plan pénal. Je pense pour respecter les principes inhérents à la territorialité de la propriété intellectuelle, l'infraction de contrefaçon ne peut se commettre qu'en France. Et donc, on ne peut pas utiliser les critères personnels, parce que sinon, on aurait pu s'en sortir en disant, finalement, la victime, c'est le rappeur français, eh bien, on n'arrive pas à localiser l'infraction en France, c'est pas grave, victime française, critères personnels s'appliquent. Eh bien non, en matière de contrefaçon, ça ne peut pas s'appliquer, les critères personnels sont exclus par l'autolimitation de l'incrimination pénale de contrefaçon qui ne réprime que la contrefaçon en France. Donc il fallait localiser en France, et donc c'est le critère de l'orientation du message vers le public français qui sert pour la seconde fois, de voie de sortie à la chambre criminelle. Alors, un nouveau critère émerge ainsi à partir du droit de la propriété intellectuelle, celui de la destination du message au public français, et ce à partir d'un faisceau d'indices. Alors, là encore, qu'en penser ? Eh bien, ce critère présente un attrait particulier. Il rétablit, en quelque sorte, le minimum de lien entre l'infraction et l'État qui prétend juger les auteurs. S'il est normal que la France n'entende pas renoncer à ces valeurs, est-il absolument naturel qu'elle en impose le respect au-delà de ses frontières à des personnes qui n'entendent pas troubler l'ordre public français, et ce d'autant qu'ils n'en ont même pas conscience, puisqu'ils agissent conformément à la loi de l'État où ils sont établis. Alors, la seule chose qu'on puisse reprocher à ces personnes est de ne pas avoir finalement prévu un dispositif empêchant la diffusion en France des messages susceptibles d'y être contraires à la loi. Est-ce que finalement c'est cette voie-là, cette voie technique qu'il faudra prévoir Bon, c'est problématique, en tout cas sur Internet. En tout cas, est-ce que cela justifie une compétence territoriale, exclusive et inconditionnelle, comme la compétence territoriale l'est en principe? Ça n'est pas sûr. Alors, l'inconvénient principal du critère de la focalisation, c'est qu'il n'est pas évident à manier. À partir de quand le message est destiné au public français? Toute méthode fondée sur un faisceau d'indices est délicat. Alors, le critère de la langue n'est pas infaillible. Doit-on présumer qu'un site francophone est destiné au public français? Bon, si c'est un site québécois, est-ce que c'est... Bon. Donc, finalement, il faut des critères. Et puis, inversement, ce n'est pas parce qu'un site n'est pas rédigé en français qu'il ne s'adresse pas au public français.